Bien, bonsoir. Avec quelques minutes de retard, nous nous en excusons, mais nous allons bien sûr échanger de long en large sur cette question ô combien cruciale concernant la politique. Alors, la question que nous nous posons pendant cette émission, tout en rappelant aux uns aux autres que vous écoutez bien l'émission Save Africa, votre chaîne Save Africa TV s'efforce d'apporter à tous ceux qui cherchent, qui veulent savoir des réponses sur les différents sujets qui préoccupent l'humanité, que ce soit en politique, en économie, que ce soit dans le social, dans la science pure, la philosophie. Eh bien, nous nous efforçons de créer une atmosphère d'échange nous permettant de comprendre toujours davantage la mission qui est la nôtre sur la Terre et comment faire pour que nous puissions au maximum passer cette existence pratiquement éphémère dans des conditions relativement meilleures. Alors c'est pour cela que, encore une fois, nous vous remercions de votre confiance à notre média. Et ensuite, nous sommes touchés par l'intérêt que vous continuez à porter à nos publications. Nous vous en sommes reconnaissants. Eh bien, qu'est-ce que donc la politique? On pourrait se dire que peut-être c'est le bas-pratique de poser la question qu'est-ce que c'est que la politique? Tellement les gens pratiquent la politique, tellement tout ce qui se passe dans le monde n'est piloté que par la politique. On se rend compte que ce soit la religion, l'art, la science, tout ça c'est piloté et coiffé et coordonné par la politique. Ce qui a fait dire à certaines personnes, si tu ne fais pas la politique, elle va te faire. Oui, c'est vrai. Est-ce que d'ailleurs l'homme peut ne pas faire la politique? Puisque chacun arrive à le faire, que ce soit dans son foyer, dans sa famille, dans sa tribu. Et tous essayent, comme l'homme est un être social et sociable, tous essayent, lorsque donc ils se retrouvent ensemble, ils essaient de créer des conditions pour que la vie soit possible. Parce que sinon on se retrouve comme la situation actuelle de l'humanité qui nous présente comme résultat de ce qui a été réalisé comme pratique politique jusqu'à maintenant. Eh bien, nous sommes dans une jungle. C'est la loi du plus fort. Celui qui est fort, celui qui a beaucoup d'argent, celui qui a de la renommée, celui qui est capable de pouvoir corrompre tout le monde,
il est le plus grand, il est le plus adulé, il est le modèle pour la jeunesse, et nous voyons comment donc la société générale, la société, le monde, est tombée totalement en décrépitude à cause de cette propension au matérialisme qui nécessairement entraîne la lutte des classes, des injustices sans nombre et tout le reste. Donc, eh bien, on peut se demander donc pourquoi est-ce qu'en parler aujourd'hui, puisque nous ne vivons que dans la politique. Non, il faut, à un moment donné, il faut se poser des questions. C'est même ça la particularité d'un homme, à un moment donné, de s'arrêter, de se questionner, de se demander si la voie qu'il a choisie est bonne. Est-ce que la voie que globalement, collectivement, on choisit, elle est bonne? Oui, il faut absolument s'arrêter et se poser la question, qu'est-ce que la politique finalement? Parce que si on s'en tient aux définitions des autres, de ce que les autres ont pensé de la politique, il y a de fortes chances que, comme dans ce monde, tout évolue, tout change, tout mute, et il est possible que les gens aient pensé politique à une période qui n'est pas forcément la nôtre. Les enjeux, les contraintes, les difficultés, l'environnement, tout a changé. Et donc les gens qui ont pensé politique il y a à peu près 2000 ans, ou il y a 500 ans, ou 300 ans, ils ont pensé en tenant compte effectivement de leur environnement. La politique dans un endroit, par exemple, où la population est parsemée dans un désert, où il n'est pas toujours possible, aisé, de se retrouver ensemble au même endroit, ne peut pas être mise en œuvre, ou si vous voulez, ne peut pas être pratiquée comme celle où on se retrouve aujourd'hui avec des agglomérations dans le système politique mondial actuel qui a entraîné l'apparition des villes où tout le monde vient s'entasser et on vit donc une sorte de promiscuité généralisée entraînant tout le reste que vous connaissez, donc le banditisme, la violence et la transmission assez aisée des maladies avec tout ce que cela comporte. Donc, vous voyez, la politique, certes, il y a un fond, qu'on pourrait appeler un fond commun, mais il y a à un moment donné, la politique prend donc des formes, des vêtements de l'environnement dans lequel cette politique est menée, est mise en œuvre. Alors donc, nous allons donc essayer de voir si vous voulez, une définition, une compréhension naturelle de ce que pourrait être la politique. Alors on peut s'essayer de dire que la politique, c'est là pour une collectivité, c'est là de gérer toutes les contradictions, toutes les difficultés, toutes les contraintes qui s'opposent à la volonté de l'épanouissement et la volonté d'arriver à un bonheur réel. On peut donc dire que la politique, en fait, c'est l'art de travailler collectivement, de gérer collectivement un peuple ou alors une patrie ou une fratrie de manière à ce que tous puissent arriver au bonheur. Je dis, je n'emprunte pas cette définition à un auteur quelconque du passé, mais je regarde ça par rapport à l'observation de la nature et même de notre environnement. Je disais tout à l'heure, par exemple, les peuples qui étaient nomades, il y a encore des traces de nomadisme dans le monde. Les peuples nomades qui sont essentiellement en train de bouger, de changer de lieu en permanence et tout, eh bien, on ne peut pas envisager de mettre en œuvre la politique comme on la mettrait dans un endroit, donc comme je disais tout à l'heure, où les gens sont entassés, où, si vous voulez, le nombre d'habitants au kilomètre carré est tellement élevé. Alors, donc, ce qui importe, c'est de savoir que dès que ces êtres sociaux, qui sont les hommes, se retrouvent ensemble, si vous voulez, dans un espace, dans un lieu, le lieu peut être une famille, un village, une ville,
un pays, un continent, et puis la terre tout entière, le monde. La preuve, il existe de bas en haut, donc du plus petit jusqu'au plus grand, des organisations qui se mettent en place, toujours, que ce soit dans ce qu'on appelle la société civile, que ce soit dans la, si vous voulez, la société politique et politisée, eh bien, on observe toujours qu'il y a cette volonté de s'associer, de se mettre ensemble et de faire en sorte que ce soit le plus petit, c'est-à-dire la famille nucléaire, c'est-à-dire que papa, maman et les enfants, par exemple, et puis une famille plus large encore, avec les cousins, les arrières, tout le reste, les oncles, les tantes et consorts, on va toujours plus loin, après on se retrouve dans un village et ainsi de suite, eh bien, toujours est-il dit que, de manière naturelle, la nécessité de s'organiser et de gérer ensemble eh bien, les affaires de la cité, donc de cet espace géographique haut et culturel, eh bien, c'est cela qui peut s'appeler la politique. Mais la politique aussi, il faut la voir comme une macro-structure ou une macro-idée ou idéologie qui englobe plusieurs micro-idéologies. C'est cela qui fait que parfois des organisations internationales se retrouvent en train de gérer, par exemple, les États. Hein? Nous pensons ici à l'Organisation des Nations Unies, qui se place avec tous ces démembrements, qui se place au-dessus des États. Pensez par exemple aux différentes lois concernant par exemple les droits de l'homme. On va vous dire, dès qu'un pays a ratifié par exemple une convention internationale ou alors a ratifié des règles sur le plan international, ces règles priment sur les règles locales, sur le droit local. Vous voyez, il suffit juste de ratifier soit un traité, soit de façon de manière générale une règle commune pour que vous vous voyez obligé de tenir compte de ce qui a été décidé au niveau macro. C'est ainsi que les hommes, par exemple, dans une famille, se retrouvent sans le savoir, sans même faire attention à cela, en train d'être gérés par des macro-structures qui englobent un ensemble de sous-régions, de régions et même de continents. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu crois vivre, être en liberté, mais pourtant on décide de certains pans de ta vie à partir de New York. On décide de certains pans de ta vie à partir de Bruxelles. Pourtant, tu es chez toi. Alors, je prends un exemple. À partir des Nations Unies, on peut décider, par exemple, que désormais, tout le monde doit être vacciné. Et voilà que, quel que soit ce que vous pensez concernant le vaccin, quel que soit ce que vous pensez concernant tel ou tel produit qu'on doit ingurgiter ou non, vous vous retrouvez jusque chez vous, à travers des lois, à travers les institutions qui sont chargées de mettre en œuvre les lois et même de gérer de manière réelle la vie des populations, puisque tout le monde se retrouve finalement dans une collectivité, quel que soit le cas, eh bien, vous allez donc être obligé de faire parfois ce que vous ne voulez pas. Parce que c'est la seule solution pour que vous puissiez continuer à être avec les autres.
On vous dit par exemple, si vous ne vous vaccinez pas, alors vous êtes dangereux parce que vous risquez de fragiliser la vie des autres parce que vous n'avez pas protégé votre corps entre guillemets. Donc cela fait qu'on dit, il n'y a personne, on peut tirer une première conclusion que on peut affirmer que personne n'échappe à la politique. Si vous échappez parce que vous n'êtes pas un leader politique, ou alors un acteur politique, mais au moins vous serez géré par les acteurs politiques. Et donc dans ce cas, vous aussi vous êtes en politique. Parce que vous êtes un être passif qui recevez ce que les autres décident. Donc vous voyez, il faut faire attention avec cette question des affirmations que nous entendons parfois. Ah non, moi je ne suis pas politique. Ah non, moi je suis religieux. Ah non, moi je suis prêtre. Ah, je suis ceci. Alors je ne fais pas la politique, je laisse ça aux politiciens. Vous voyez, c'est des échappatoires et des prises de position, à mon avis, qui sont des prises de position parfois basées certes sur l'ignorance, mais qui sont aussi basées sur la lâcheté et même la ruse. Parce que quand vous dites par exemple que vous ne faites pas politique et que les politiciens décident par exemple que votre organisation que vous dirigez, qu'elle soit religieuse ou spirituelle, je ne sais pas trop dire quoi, reçoit des subsides de même des politiciens, mais vous faites politique, monsieur. Et l'expérience a prouvé que personne ne refuse quand on lui donne des subventions. L'expérience a prouvé que personne ne dit non quand on lui propose d'avoir des subventions. Et d'ailleurs, même en général, les gens demandent des subventions. Mais en même temps, en disant, on ne fait pas politique. Alors vous demandez des subventions pour que les hommes politiques gèrent la cité et pour que vous, passivement, vous preniez les dividendes de cette gestion. Ce n'est pas honnête. Vous dites pourtant que vous êtes religieux, vous êtes spiritualiste. Comment pouvez-vous exercer l'amour d'autrui envers les autres si vous ne faites pas politique? Et il y en a qui disent non, moi je suis employé, bon voilà, nous on a obligation de réserve, donc on ne fait pas politique, mais après vous le retrouvez un de ces calmateurs, il est ministre. Et il fait des tournées politiques, il parle de politique. Lui qui vous disait hier, il y a obligation de réserve, il y a machin et tout, après quand on a déjà nommé ministre, alors il prend la voiture, il va partout haranguer les foules pour préparer les victoires de son mouvement politique. Vous voyez, dans tout cela, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la ruse, et de l'ignorance, et de la manipulation même, parce que les populations qui n'ont pas toujours cette capacité réflexive, hein, cette capacité de pouvoir remettre en cause certaines choses en observant de manière froide la dialectique de ce monde, eh bien, on va donc les manipuler, les entraîner dans des situations, et puis ces gens-là, ils sont vécus. En fait, ils ne vivent pas. Alors c'est pour cela que, lorsqu'on part de cette définition de la politique, on se rend donc compte qu'en fait, tout le monde est en politique. Tout le monde pratique la politique. Tout le monde doit faire la politique. Tout le monde doit participer à la vie politique. Tout le monde, à moins d'être un égocentrique forcené, et même si vous l'étiez, vous ne pouvez pas. Même un égocentrique a besoin d'autres personnes, d'ailleurs même pour affirmer son moi, pour pouvoir davantage tirer les bénéfices de tout ce qu'il a pour son propre intérêt. Il a envie d'être, il a besoin d'être avec les autres. Donc vous voyez donc que même l'égocentrique le plus dur a toujours besoin des autres. Certes, c'est pour son propre intérêt. Et donc du coup, il n'y a personne qui peut se mettre en marge de la politique. Si vous vous mettez en marge de la politique, vous refusez de vous engager pour apporter votre contribution en tant qu'être humain dans la vie de la cité, eh bien vous êtes rien d'autre qu'un parasite. Oui, vous êtes un parasite. Hein? Vous êtes un saprophyte. C'est pour cela que beaucoup se mettent dans une posture où, comme un champignon saprophyte,
bien comme son nom l'indique, ça profite, c'est-à-dire qu'il passe sa vie à profiter de ce que les autres font, disent, pensent et tout, et pour son propre intérêt. Et ainsi, il passe pour celui qui n'y participe pas, alors qu'il participe passivement, et puis ça lui profite. Donc c'est un ça profite. Alors, vu donc de cette manière-là, en se posant donc la question, qu'est-ce que c'est que la politique? Nous avons donc pensé qu'il fallait qu'on aborde, c'est vrai, il y a plein de sous-thèmes qu'on va sûrement au fur et à mesure évoquer tout au long de ce thème central sur la politique. Eh bien, nous allons par exemple nous demander, mais comment donc bâtir une cité idéale? Comment bâtir une cité idéale? C'est-à-dire comment bâtir un cadre de vie idéal dans lequel toutes les cellules, tous les êtres vivants, tous les hommes et femmes et jeunes peuvent vivre en harmonie pour prendre l'envol vers un bonheur collectif. Alors, comment donc bâtir cette cité idéale? Et comme une cité, donc c'est une construction, c'est une réalité structurelle, eh bien, l'homme, avec toutes ses facultés, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient émotionnelles, sentimentales, qu'elles soient physiques, dynamisantes, eh bien, l'homme donc va utiliser ses facultés pour pouvoir participer donc à l'animation, à la construction de cette cité idéale. Mais maintenant, on verra dans la deuxième interrogation qui peut donc gouverner. Parce que du coup, s'il y a ceux qui gouvernent, ça veut dire qu'il y a des gouvernés aussi. On ne pourra pas se demander qui peut être gouverné parce que ça va évidemment se dégager tout seul. Parce que si on a déjà qui peut être gouvernant, si on a répondu à cette question, eh bien, on n'a plus besoin de se demander qui va être gouverné. Puisque d'ailleurs, les gouvernants existent parce qu'il y a des gouvernés. Hein? Il y a des esclavagistes parce qu'il y a des esclaves. Hein? Il y a des rois parce qu'il y a des sujets. Ainsi de suite. C'est ça, cette dichotomie, cette dualité, je veux dire, elle est là, elle crée l'œil. Alors, donc, comment donc bâtir une cité idéale? Avec ces deux sous-thèmes, on risque d'esquisser une première réponse en se disant, pour qu'il y ait une cité idéale, pour bâtir une cité idéale, il faut qu'elle soit bâtie par des constructeurs, par des gouvernants. Alors le problème, c'est que avant de venir gouverner, il faut avoir pensé. Il faut avoir cogité, il faut avoir réfléchi. Il faut déployer des idées. C'est pour cela qu'on se retrouve dans des situations où souvent, on a des gens qui déploient des idées, écrivent des livres, donnent des conférences, creusent des matières, apportent une certaine expertise, et maintenant les gouvernants se servent de tout cela pour pouvoir gouverner. C'est pour cela que, dans cette question, qui peut gouverner, cela suscite le besoin de repartir un peu plus haut maintenant pour voir est-ce qu'on ne se serait pas posé la question aussi avant cela, avant de voir qui peut gouverner ou qui doit gouverner. Il faut qu'on sache d'abord qui peut penser. Avant de gouverner, on pense d'abord, on pense. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent d'idéologie. C'est pour cela que parfois les gens parlent de la vision. Or, pour avoir une vision, ça demande quand même certaines facultés intrinsèques. Il faut avoir déjà des possibilités, par exemple, d'entrer dans
l'abstraction. Il faut être capable de projection dans l'avenir. Il faut être capable de pouvoir faire de la prospective. Il faut être capable de se projeter dans des temps parfois assez longs, qui sont même au-delà de la simple durée de l'existence terrestre. Il faut être capable de se poser la question, qu'est-ce que, par exemple, nous souhaitons avoir comme cité d'ici 100 ans, d'ici 200 ans, d'ici 300 ans. Mais vous savez que pour que l'homme puisse être à même de penser au-delà de sa propre durée d'existence, cela demande certaines facultés qui se soient déjà déployées. Il faut qu'il ait eu un certain élargissement de conscience. Il faut qu'il ait pu vivre, expérimenter la vie dans sa dimension la plus large, la plus philosophique, la plus spirituelle possible. C'est pour cela que vous allez voir d'ailleurs, on le voit jusqu'à nos jours, par exemple des dirigeants, des gouvernants de certains pays qui s'entourent de conseillers, qui s'entourent de penseurs, qui sont chargés effectivement d'animer l'aspect philosophique, l'aspect des idées, pour s'assurer toujours que la vision de départ, elle est toujours poursuivie. Alors ces gens pensent, ces gens réfléchissent, et ces gens réfléchissent par rapport aux lois, par rapport à tout ce qui peut permettre qu'on ne vive pas dans la jungle. Alors, comment donc bâtir cette cité idéale? Cela ressort donc, il ressort donc de cela qu'il faut d'abord qu'il y ait des penseurs. C'est par là que ça commence. Les gens peuvent se retrouver, parfois des événements naturels peuvent entraîner le regroupement des hommes, sans qu'il y ait une volonté des hommes de se retrouver. Pensez à tout ce que nous vivons dans une moindre mesure avec les millions de déplacés dans le monde à cause des guerres ou à cause des phénomènes naturels. Eh bien, ils se retrouvent dans un endroit où parfois ils font des années et des années. Or, ces endroits sont des lieux assez particuliers où les hommes ne vivent plus, ils sont vécus. Chaque jour, chacun son bol à la main demande la pitance. Et tout cela à cause de quoi? Parce qu'il y a des idéologues qui ont conçu et pensé la gestion de la cité en trouvant comme l'un des ingrédients importants, eh bien, la guerre. Aujourd'hui, nous voyons des États qui ne doivent leur richesse et leur survie qu'à la conception et la mise en œuvre des guerres partout dans le monde. Vous voyez par exemple l'industrie de la guerre. Hier c'était des grenades, après c'est des bombes, après dans ces mêmes bombes il y a des bombes H, des bombes A, des bombes avec le plutonium, le neptunium et tout cela. Et puis aujourd'hui, on a vu que bon, les bombes, c'est dangereux, ça peut, voilà, ça peut basculer, ça peut tuer tout le monde sur la Terre et tout. Alors du coup, on fait attention, on signe des traités, on fait des accords pour la limitation de la prolifération des armes nucléaires et tout cela. Et puis après, on dit non, bon voilà, les armes balistiques, il faut aussi limiter ça, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un puisse être capable d'attaquer un autre à 6 000 ou 14 000 km et tout. Alors, évidemment, on connaît que c'est les plus grands, les plus forts, qui gèrent effectivement, qui décident donc de qui va finalement avoir les armes balistiques, qui va avoir la bombe et tout cela. Tout ça est toujours mené par des penseurs et prévu dans le cadre de la pensée politique.
Parce que certains théoriciens ont d'ailleurs dit qui veut la paix prépare la guerre. Alors vous comprenez ces adages, ces choses qu'on fait circuler dans le monde, c'est des idées fausses qui sont captées effectivement par des gouvernants et qui mettent ça dans leur projet de société. C'est-à-dire que quand on dit qui veut la paix prépare la guerre, cela veut dire qu'en même temps, eh bien, pour gouverner, il faut avoir beaucoup d'armes, hein, non seulement pour assurer la sécurité, mais en même temps et tout. Mais on oublie que dans l'histoire de l'humanité, parfois, il n'a pas été toujours nécessaire de faire la guerre. Parce que c'est de là d'ailleurs qu'est né ce qu'on appelle la diplomatie. La diplomatie, cette science, cette approche qui permet effectivement de régler des conflits, des incompréhensions, des mésententes, avec la négociation, hein, en se surpassant, en se maîtrisant, en faisant en sorte que chacun essaye de perdre quelque chose pour qu'il y ait la paix, l'harmonie et tout cela. Même comme cela est devenu aujourd'hui pratiquement utopique. Parce que hier, les plus forts imposaient tout aux plus faibles, et aujourd'hui, les plus faibles se sont rendus compte qu'en réalité, c'était des tigres en papier. C'est-à-dire que c'était des colosses au pied d'argile. Ils n'étaient pas si puissants, si plus intelligents que les autres, mais ils avaient profité d'une certaine période de l'évolution de l'humanité pour arriver à faire librement ce qu'ils ont décidé de faire, par exemple avoir des armes. Ce n'est pas par exemple que l'Afrique ne pouvait pas avoir la bombe atomique, ce n'est pas parce que l'Afrique ne pouvait pas avoir des missiles balistiques, mais c'est qu'à un moment donné, les premiers qui les ont eus ont dit désormais, plus personne ne doit avoir. Cela garantissait leur suprématie, hein, donc, et les autres vivaient dans la terreur. Parce que vous saviez que le grand roi, par exemple, comme les États-Unis, si vous vous amusez, il peut vous pulvériser en 2 temps 3 mouvements. Donc du coup, non seulement il ne pouvait pas accepter que tout le monde puisse savoir cela, mais en même temps, évidemment, il veillait, il faisait tout pour que personne d'autre ne puisse être à même d'avoir la même terreur, c'est-à-dire de pouvoir avoir les mêmes capacités de dissuasion que eux. Et vous avez donc vu comment ça s'est développé avec la guerre froide et tout ça qui a fait apparaître l'avènement des 2 blocs, ainsi de suite, cet équilibre de la guerre froide qui actuellement a été remise en cause par la bataille suprémaciste et tout cela. Et donc vous avez aussi vu que pendant que les hommes, dont les premiers qui ont pu avoir les bombes atomiques et autres, eh bien, on pensait qu'il ne fallait pas que d'autres puissent avoir, mais par le goût, par le désir d'avoir toujours plus de richesse et plus d'argent, plus de notoriété, ils étaient obligés maintenant de vendre la technologie en question à certains États, même comme ils n'avaient pas la garantie que ces États pouvaient être les éternels amis, mais à cause des questions mercantiles, ils se sont mis à aller quand même vendre la technologie de la fission nucléaire, de la fusion nucléaire, et on s'est retrouvé avec des situations où, par exemple, l'Iran aujourd'hui est une menace pour tout le monde, parce que progressivement, ces mêmes personnes qui ne voulaient pas que les autres puissent avoir des armes, savaient très bien que s'ils ne vendent pas ces choses-là, ils ne pourront pas s'enrichir. Et ils se sont retrouvés en train de vendre, mais en disant, bon écoutez, ok, vous allez avoir, oui, vous pouvez enrichir l'uranium jusqu'à ce que vous arriviez au stade où vous pouvez aussi avoir de l'électricité chez vous et tout ça là, la médecine peut se développer et tout, mais il faut que ça arrive à tel pourcentage. Et du coup, ils ont créé un organisme mondial, hein, de contrôle de l'utilisation de cette énergie nucléaire qui est chargée de faire des missions pour aller voir à quel niveau de production, d'enrichissement d'uranium, tel pays ou tel autre se trouve, pour qu'on soit certain qu'il ne va pas nous surprendre avec une bombe atomique. Mais pendant ce temps, ce sont les mêmes personnes, hein, qui envoient les techniciens, qui vendent le matériel, ainsi de suite, qui exploitent, hein, le sous-sol des autres pays pour rechercher les métaux rares, qui rentrent dans la composition de ces différents arbres. Vous voyez, cher ami, on peut en parler toute la vie. Donc c'est en fait pour relever le fait que c'est parce que les gens ont pensé, c'est parce que les gens ont réfléchi, parce qu'il y a eu des idéologues qu'on s'est retrouvé donc avec des systèmes politiques
différents, mais globalement avec trois grands systèmes politiques qui ont été finalement identifiés comme socialisme, communisme, et puis, on pourrait appeler ça capitalisme. Hein? Vous voyez, certains qui pensent que oui, on peut être riche, mais il faut partager avec les autres. D'autres qui pensent que non, il faut que tout le monde soit riche ensemble, tout appartient à tout le monde, c'est les communistes. Et d'autres qui pensent que bon, écoutez, hein, il faut s'enrichir. Et c'est la grande compétition, c'est le libéralisme. Et alors là, tout le monde se bat, que ce soit, tu crées la société, et voilà, il faut que tu puisses devenir assez riche pour employer le maximum de gens, pour que l'emploi, les questions d'emploi soient réglées, qu'il n'y ait plus de chômage et tout ça. Et vous voyez bien que tout cela, c'est des illusions. Alors, on n'a pas besoin, on n'en parlera pas aujourd'hui. Tout ça, c'est des illusions, parce que personne n'a pu régler le problème de chômage définitivement. Il y a des chômeurs partout, il y a des pauvres d'ailleurs même partout, même dans les pays les plus développés du monde. Il y a des riches, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger, même un repas par jour, et tout ça là, il y en a plein. Donc tout ça, c'est resté dans ce que les penseurs avaient appelé l'utopie. Hein, et si vous pensez à des gens comme Max Weber, des gens comme Karl Marx et tout ça là, qui ont réfléchi sur ces questions-là, et donc, vous voyez que tout commence donc d'abord par les idées, hein, par la pensée. Et ces penseurs donc là peuvent être en même temps dans des gouvernants. C'est-à-dire, ils peuvent non seulement penser, mais être en même temps, pas seulement être des théoriciens, mais ils peuvent aussi être des praticiens. C'est-à-dire, ils ont pensé, ils ont vu que c'était juste, ils ont fait des projections, ils avaient une vision. Alors, ils produisent des idées qui permettent, dans chaque domaine de la vie sociale, de la vie en général, pour qu'on puisse aller toujours vers un mieux-être et tout cela. Maintenant, eh bien, on a vu, comme je l'ai dit un peu plus haut, qu'il y a des penseurs qui se sont soustraits à la nécessité de gouverner et qui sont restés uniquement des écrivains, des philosophes penseurs, d'autres, des anachorètes, des gens qui ont préféré ne pas vivre plongés dans la société et tout, qui se retiraient et qui pensaient. Alors, donc, maintenant, pour construire dans cette cité idéale, eh bien, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des penseurs. Qui est penseur? Qui est le penseur? Qui est le manas? Eh bien, le penseur, c'est celui qui a maîtrisé sa pensée. Le penseur, c'est celui qui a maîtrisé sa pensée. Je voulais dire son estomac. C'est celui qui a maîtrisé son ventre et son bas. Le penseur, c'est celui qui a transféré son centre d'intérêt de la partie la plus dense, la plus basse et matérialiste de son être pour l'amener vers le centre de son être. C'est celui-là qui peut penser. Parce que c'est lorsque vous vous retrouvez au centre de votre être qu'il est possible de puiser véritablement dans votre fort intérieur pour libérer ce que les gens ont appelé en religion ou dans la vie sociale l'amour. Vous savez, dans la structure humaine, il y a 3 foyers de conscience. Il y a le foyer de conscience qui se situe au niveau du bassin, le bassin de l'homme. Il y a un niveau de conscience qui se situe au niveau du cœur, et il y a un autre qui se situe au niveau de la tête. Alors en général, les hommes, comme tout animal d'ailleurs, a comme centre d'intérêt dominant le sanctuaire du bassin.
C'est pour cela d'ailleurs que quand vous allez voir la vie des hommes, ils sont au même niveau que les animaux. C'est qu'on sont des animaux. C'est d'ailleurs nous sommes des mammifères. Hein? C'est-à-dire que nous sommes nourris à la mamelle. Parce que tous ceux qui se nourrissent à la mamelle, ce sont des mammifères. Alors, vous voyez donc que, étant donc des mammifères, notre conscience centrale, dominante, est au niveau du bassin, donc du centre du bassin, là où se trouve le ventre et le bas-ventre. C'est pour cela que là, les principaux problèmes des hommes à régler dans une cité, c'est les problèmes de ventre et de bas-ventre. C'est-à-dire les problèmes qui concernent la relation entre l'homme et la femme, ou les hommes et les femmes, ou ce qu'on appelle le genre. Et ensuite, il y a la question de la nourriture, donc la question de ce que, de l'énergie que l'homme doit absorber, parce qu'il faut qu'il se substante, il faut qu'il puisse prendre à manger, à boire, pour qu'il puisse maintenir sa corporéité en vie. Et donc, quand cela ne peut pas se faire sans que on puisse regarder la question du genre, c'est-à-dire donc du coup, il y a l'homme et la femme. Alors, du coup, la majorité des hommes sont là. Et leur conscience est donc logée au niveau du sanctuaire du bassin. C'est à partir de là seulement que ces gens donc puisent leur énergie. C'est pour cela que les autres centres, donc le centre du cœur, le sanctuaire du cœur, le sanctuaire de la tête, sont souvent donc mis en berne complètement. Et à ce moment-là, cher ami, c'est la véritable jungle. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, maintenant, ceux qui s'efforcent de s'élever dans une autre dimension de conscience essayent d'arracher donc leur conscience de ce centre, de ce sanctuaire du bassin, pour l'amener au niveau du sanctuaire du cœur. Et là, vous allez donc voir des gens en train de faire des efforts, que ce soit des intellectuels, c'est-à-dire ceux qui ont fait des études, qui ont fait beaucoup de diplômes et consorts et tout, et qui sont dans ce qu'on appelle le système éducatif, que vous connaissez et tout. Et ensuite, donc, maintenant, il y a des artisans, ceux qui sont en bas, qui sont en fait des exécutants, qui ne peuvent pas avoir les capacités de cogitation ou de cognition, leur permettant, par exemple, de devenir des entrepreneurs, hein, ou de gérer, si vous voulez, des ressources humaines et matérielles en même temps. Alors du coup, donc, le sanctuaire de la tête et le sanctuaire du bassin vont donc être mis en contribution, et nous voyons donc cette relation dans ce qu'on appelle aujourd'hui, que vous voyez partout. Il y a des hommes politiques, constitués principalement des intellectuels, donc je veux dire des diplômés. Ensuite, il y a la populace, il y a la masse. La masse, excusez-moi le terme, presque moutonnière, qui va aller là où on lui demande d'aller, qui s'arrête là où on lui demande de s'arrêter. Vous voyez donc que dans ce jeu, dans cette collaboration donc, entre l'intellect de l'homme et le sanctuaire du bassin, si on fait abstraction du cœur, nous voyons les résultats que nous voyons là actuellement. Nous sommes là en train d'identifier, je n'appellerai pas ça le l'étranglement, mais je veux dire une des causes profondes de la situation qui se passe actuellement dans l'humanité, parce qu'il y a eu une fracture. On a laissé le cœur, le sanctuaire du cœur. Personne ne veut le toucher. C'est d'ailleurs ça qui a fait que la corruption s'installe partout. Et on a donc deux classes d'individus. Une classe ouvrière en bas et l'autre classe dirigeante en haut. Vous voyez donc qu'au milieu, se sont retirés quelques-uns qui disaient être religieux, qui auraient participé de manière réelle à l'animation du sanctuaire du cœur, mais évidemment, étant des faux religieux,
hypocrites, rusés, qui disent ne pas faire la politique, alors qu'ils profitent effectivement de ce que les gens d'en haut et ceux d'en bas font. Parce que ceux d'en bas, ils apportent les dîmes à l'église. Hein? Ceux d'en bas, ils apportent les dîmes là. Même s'ils sont pauvres, on ne cherche pas à savoir, pour venir donner parce que Dieu a besoin de ça. Et ceux d'en haut aussi donnent les dîmes à ceux de l'église. Alors, à partir du moment où ils profitent des deux, et de ceux qui sont en bas, et de ceux qui sont en haut, qu'est-ce que vous voulez? Ils peuvent ne pas faire la politique. Puisque leur panse est bien bourrée, leur estomac est bien bourré, ils ont de l'embonpoint, ils s'habillent en vêtements très chers, et tout cela, ils boivent du bon vin, du très très bon vin, de la vraie crue. Alors, vous voyez, avec ça, les gars ont laissé, ils ont dit très bien. Et de temps en temps, quand ça se donne, tu dis non, Dieu veut qu'il faut l'amour, il faut la paix, et tout, attention, ne bagarrez pas beaucoup, même si vos bagarres nous profitent, parce que quand vous ne vous entendez pas, c'est là où on est bien. Vous voyez, je vous dis, l'humanité, la politique, telle qu'elle se fait aujourd'hui, si vous commencez à regarder ça de très près, vous ne pourrez avoir qu'une seule envie, c'est de quitter ce monde. Mais voilà que il est possible que ce soit autrement. Pour que ce soit autrement, il faut donc, comme nous avons dit dès le départ, il faut donc des penseurs, donc des gens qui se mettent à s'arracher, à arracher leur conscience du centre, du bassin, du sanctuaire du bassin, pour l'amener au niveau du sanctuaire du cœur. Logiquement, c'est là où tous les hommes politiques devaient être. C'est-à-dire, on devait se retrouver donc. C'est le lieu de rassemblement. C'est le lieu d'intermédiation. Donc, le lieu de rassemblement, le lieu d'intermédiation entre les religieux, les scientifiques et tous ceux qui collaborent, donc tous les artistes, quel que soit l'art. Tout à l'heure, j'ai dit la politique, c'est l'art de gérer collectivement la cité de manière à ce que tout le monde puisse parvenir au bonheur. Vous voyez, donc c'est un art. Et donc, l'humanité, vous ne pouvez pas séparer l'art de la religion. Dès que vous séparez l'art de la religion, c'est des problèmes, comme l'humanité se retrouve aujourd'hui. Vous séparez la science de l'art de la religion, ça devient des problèmes. Or, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les artistes jouent leur partition, les religieux jouent leur partition, les scientifiques jouent leur partition, et difficilement les gars se retrouvent ensemble. Vous allez toujours voir que les scientifiques se retrouvent ensemble, à travers les colloques et tout. Les religieux se retrouvent ensemble, à travers des synodes, des conventions et tout ça. Et maintenant, les hommes politiques se retrouvent ensemble à travers les machins, les congrès, les machins et tout et tout. Donc, personne, il n'y a plus moyen que des gens se retrouvent ensemble. Donc, les artistes, les scientifiques et les religieux, ils ne se retrouvent plus. Et vous voyez cela dans la cité, non seulement mondiale, mais aussi dans vos cités où vous êtes, même dans l'individu lui-même. Les trois ne sont plus ensemble. La tête prend sa route, le cœur, lui avec prend sa route, le sanctuaire du bassin prend sa route. Ça fait que l'homme lui-même, il est désorganisé. Et c'est comme ça qu'il vit des problèmes et il ne sait pas que ces problèmes viennent du fait que les trois là ne sont pas d'accord. Les trois ne sont pas ensemble. Cela est pareil donc dans la vie sociale. Alors je reviens donc pour dire que lorsque donc on a pensé, on a pu se libérer et entrer dans les abstractions pour devenir un homme, un vrai homme, un Prométhée,
un Osiris, un dieu, une divinité. C'est à ce moment seulement qu'il est possible, mais non, parce que le sanctuaire du cœur est maintenant redevenu, joue son rôle de médiateur. Ce sanctuaire va donc mettre les deux, celui de la tête et celui du bassin, ensemble. Et dans cette trilogie maintenant, vous retrouvez donc ce qu'on appelle des gouvernants. Ces gouvernants vont donc gouverner parce qu'ils ont des facultés, des pouvoirs qu'ils ont acquis à travers une initiation. Donc une immersion dans leur être réel jusqu'à la profondeur de leur être, jusqu'à retrouver la divinité en eux et à fusionner avec cette divinité. C'est alors seulement que ces gens vont donc avoir des facultés, des valeurs, comme par exemple la tempérance, le courage, la sagesse, l'amour, et c'est tout cela qui va leur permettre maintenant de gouverner pour l'intérêt général. Parce que tant qu'il n'y a pas eu dans cette transformation ontologique de l'être, il est difficile de devenir un vrai gouvernant. On va vivre ce que nous voyons aujourd'hui, des gouvernants qui sont déglingués, qui professent et propagent des antivaleurs, des vices, qui votent des lois qui vont dans le sens contraire de l'équité et de la justice, et même du respect de l'homme et de la vie. Vous allez retrouver des gens qui vont s'enrichir scandaleusement, hypothéquant la vie de la cité, donc de la collectivité, malgré qu'on les arrête, on les met en prison et tout, rien ne change, parce que fondamentalement, le problème n'est pas résolu. Le problème qui doit être résolu, c'est le problème de la transformation ontologique de l'homme lui-même, de manière à ce qu'il devienne un acteur, un gouvernant. Et le gouvernant a un gouvernail, c'est lui qui tient le gouvernail, c'est lui qui conduit le bateau, c'est lui qui lui donne la direction, c'est lui qui dit nous allons à gauche, nous allons à droite, on va tout droit au milieu, actuellement on fait volte face, on retourne et tout cela. Le gouvernant tient le gouvernail. Or, quand vous regardez le monde actuel, que ce soit en Occident ou en Afrique, on retrouve tout sauf des vrais gouvernants. Ils gouvernent maintenant à partir de leur pensée, sans penser. C'est pour cela que leur pensée ne fait que se grossir. Des centaines d'immeubles pour une seule personne. Des immeubles où parfois il n'entrera même pas pour une visite. Il est seulement au courant qu'il a un immeuble quelque part. Lui-même, il n'est jamais entré. Je vous dis qu'il y a des gens comme ça. Parce que par la corruption, par le clientélisme, par certaines choses de ce genre, eh bien, la concussion, les conflits d'intérêts, il a réussi à avoir un immeuble clé en main qu'un homme d'affaires a construit, puis il lui a remis la clé, le titre foncier, et machin, il a donc la propriété, le gars n'a même pas le temps d'aller visiter. Il y a des gens comme ça. Ne parlons donc pas des femmes. Le gars a les femmes dans chaque ville de son pays. Il a des femmes dans chaque pays à l'extérieur. Parce que chaque fois qu'il va aller, pour éviter de se faire coincer par la titulaire, il faut que le plus facile, c'est de partir seul et de retrouver l'autre dulciné dans tel pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà donc comment les gars jouent la vie. Ils sont dans des missions qu'ils fabriquent tous les jours,
alors que c'est pour la jouissance. Parce que tout ce qu'ils font, c'est de remplir leurs panses et de se dépenser au niveau du bas-ventre. On remplit la panse au niveau du ventre et on se dépense au niveau du bas-ventre. Et le tour est joué, comme avait dit une artiste. Alors, vous voyez donc que gouverner donc nécessite d'avoir des sages, des gens qui manifestent, qui ont de la tempérance, donc une certaine maîtrise de soi, des gens qui sont courageux, parce que gouverner, c'est affronter les difficultés les plus difficiles, les plus complexes, lorsqu'on a surtout à gérer la vie, à gérer les ressources humaines. Il faut avoir une santé impeccable sur le plan physiologique, physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Il faut être un homme accompli, un sage. Et il faut avoir de l'amour, c'est-à-dire il faut avoir cette force donc du sanctuaire du cœur qui rayonne de telle sorte que vous ne voyez dans votre tête, dans votre mentalité, que l'intérêt général. Et cela fait en sorte que vous deveniez un catalyseur des richesses. C'est-à-dire, un homme de ce genre attire des richesses. Parce que la nature n'attend que ça. La nature n'attend que des hommes qui sont capables d'être des canaux pour que la richesse se déverse sur les hommes et qu'ils la redistribuent donc maintenant équitablement, d'où la question de la justice. Donc vous comprenez que c'est quand on a réglé cela qu'il est possible maintenant d'envisager, si vous voulez, la construction d'un État idéal, d'une cité idéale. Cette construction ne peut se faire qu'avec ce type d'homme libéré de l'influence, de la volupté, de la sensualité, de l'égoïsme, de la corruption, de la ruse, des mauvais penchants, de la méchanceté. Ce n'est que cela qui permet de pouvoir gouverner la cité. Lorsque donc nous avons répondu à cela, nous voyons donc, nous allons voir par la suite donc, eh bien, dans la pratique avec vos différentes questions ou interventions, on va donc voir dans la pratique maintenant, parce que ça c'était un aspect davantage pour nous amener un peu aussi à la réflexion et voir un peu clairement à travers cette dialectique que nous venons de pouvoir présenter, de voir donc comment concrètement il est possible donc de bâtir une cité idéale. Nous avons vu les acteurs qui doivent intervenir, c'est-à-dire tous religieux, scientifiques, artistes, tous ensemble. Et qu'on puisse donc non seulement avoir ces acteurs, mais aussi donc pouvoir créer une organisation, donc voter des lois pour permettre à tous d'être heureux et de bénéficier des richesses collectives. Donc nous reviendrons donc par la suite sûrement dans la deuxième partie. En attendant, nous souhaiterions que la technique nous fasse souffler un peu. Ça nous permettra aussi de voir s'il y a déjà des réactions, que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube. Et bien, et sans oublier qu'il est possible que vous puissiez intervenir aussi en direct. Si vous le désirez, vous sollicitez, et la technique vous mettra en onde pour que vous puissiez intervenir en direct, soit pour poser votre question, soit pour apporter une contribution. Merci la technique de nous faire souffler un peu, et on vous revient après.
musicale, en espérant que nous aurons des réactions, des contributions. C'est à vous la parole. Bon, je parlais presque une heure. Hein. Donc maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Je contrôle l'arrivée des messages en espérant que nous allons avoir des réactions par la suite. Je sais que cette première partie, elle est davantage, certes, philosophique, mais c'est à partir de la philosophie qu'on pose des fondements, hein, des choses qui peuvent se matérialiser. Maintenant, nous pouvons revenir sur le débat maintenant. Qui peut donc gouverner? On a vu donc qui peut gouverner. Alors ça veut dire que ceux qui ont l'ambition de gouverner un jour, ils voient déjà à peu près quelles sont les qualités qu'il faut avoir. Le courage, la tempérance, être à même d'aimer, donc de travailler comme pour l'intérêt général. Oui, nous voyons cela se manifester à travers les hommes politiques qui souvent, eh bien, sont d'un égoïsme inadmissible. Comment pouvez-vous être un leader politique et en même temps être égoïste? Pourquoi avez-vous appelé les gens autour de vous pour partager votre vision ou votre idéologie? Vous les faites venir pourquoi? Pour servir vos intérêts? Ce n'est pas ça de la politique. Vous n'êtes pas un leader politique. Un leader, il y a un minimum de qualité requise pour être un leader. Un leader donne sa vie pour les autres. À la limite, un leader n'a même plus de vie privée. Et il ne mange que lorsqu'il sait que tout le monde a mangé. C'est ça le leader. Et le leader, il est prêt à affronter tous les obstacles. Il n'envoie pas les autres devant, lui il est derrière, non. Le leader est devant. Leading, hein? Leader c'est être devant. Ce n'est pas être derrière. Et comme je vois les hommes politiques faire, envoyer les enfants au front, hein? Pendant ce temps ils sont derrière. Non. Si tu es un leader, tu es devant, monsieur. Maintenant, est-ce que tu as formé tes brebis, hein? Passez-moi le terme, hein? Est-ce que tu as formé tes brebis de telle sorte que, même si on te frappe, qu'ils ne fuient pas? C'est ça donc maintenant la question. Parce que s'il n'y a pas cette formation, non seulement idéologique, mais aussi cette formation au niveau, je voulais jamais failli dire, la transformation. Parce que si ceux qui te suivent ne se transforment pas, s'ils restent les mêmes, bien, ils vont faire comme tout le monde. Dès qu'ils auront l'occasion d'avoir un strapontin, un endroit où ils peuvent puiser un peu d'argent, et ils vont le faire. Et ils feront exactement ce que toi-même le leader tu fais. Hein? Puisque tu es le modèle, ils feront exactement ce que tu fais toi. Mais si tu as du respect, de la crainte pour la chose publique, que tu ne peux pas prendre, dont tu ne peux pas t'accaparer, évidemment, tes followers, les gens qui te suivent, vont faire pareil. Qui se ressemble, s'assemble. Un leader politique doit être un modèle. Il doit avoir de l'exemplarité, de la responsabilité, de l'équité. Un leader politique ne s'improvise pas. Ça se construit. C'est une construction intérieure et extérieure qui doit se refléter dans les actes, dans les paroles et dans la vie de l'homme politique. Hein? Voilà comment ça doit se passer. Bien, nous espérons que nos amis internautes vont réagir, ou alors ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube. J'espère que mon téléphone reçoit encore des images, j'espère. Hein. Il faut peut-être vérifier la technique, vous vérifier si nous avons encore... voilà. Donc il n'y a pas encore de réaction.
À moins que vous vouliez que je parle seul. Mais moi, je me dis que c'est pas... Hein, c'est pas... On n'est pas dans un amphi où un professeur donne le cours. Je dis c'est une émission, à la limite, de débat, d'échange. Voilà, je pense que... Sauf si vous me dites, bon, ok, écrivez alors, on dit que oui, c'est bon, là. Voilà, tout ce que vous dites est bien. Ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Parce que il y a toujours quelque chose à redire. Hein. Donc, en attendant toujours de voir s'il y a de nouveau. Voilà, je pense que je vais essayer de voir encore là. Est-ce qu'il y a... Ah oui, ça, il faut que je me connais, c'est bien. Il faut peut-être voir pourquoi est-ce que... Voilà. Alors c'est à vous, hein. Moi j'attends que vous puissiez réagir. Hein. En attendant, je m'assure que dans mon téléphone, mon crédit de communication Internet hein, il est toujours en forfait, est toujours en cours. Voilà. Bon, la technique nous fait encore souffler un peu, hein, peut-être. D'ici là, les gens peuvent réagir. Hein? La technique, est-ce qu'on peut souffler quand même un peu? Comme vous voulez que ce soit un cours, je vais continuer. Hein. Maintenant, je note que vous considérez que c'est un cours, mais je continue. OK? Bon, alors, maintenant, pour continuer, nous allons donc revenir sur la question comment donc bâtir une cité idéale. Comme nous l'avons déjà vu, quels sont les acteurs, les qualités, les facultés et les possibilités qu'ils ont? Comment donc bâtir? On commence par où? On commence par où? Alors, il faut bien que lorsqu'on a déjà mis en place, les idées sont là, les gouvernants sont là, cela veut dire, comme j'ai dit, il y a les gouvernés, et donc forcément, donc, il faut mettre en place des organisations, ou bien une organisation. Or, il se passe quoi? Vous m'excuserez de revenir un peu sur le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui
parfois même de manière erronée, la démocratie. Alors on parle de démocratie avec tous ces ingrédients qu'on appelle par exemple le multipartisme. Dans le monde actuellement, lorsque nous regardons les mouvements, comment ça se passe, les deux courants que nous voyons, c'est il y a la monarchie, la féodalité, et puis il y a ce qu'on appelle communément le pluralisme politique. Alors, vous avez des cas, des exemples, hein, le Maroc, l'Angleterre, certains pays dans le monde, hein, je ne sais pas si le Suriname, voilà, un pays comme ça où on se retrouve avec un roi qui règne, et puis la succession se fait de manière héréditaire par les mécanismes traditionnels de dévolution du pouvoir. Mais maintenant, dans l'autre sens, eh bien, c'est ce qu'ils appellent la démocratie, comme si dans la monarchie, il n'y avait pas de démocratie. Vous savez, c'est des choses très discutables. Hein? Parce que ce soit dans la monarchie ou dans le pluralisme politique, il y a des abus, il y a de la dictature, dans l'un ou dans l'autre sens. On vote quelqu'un démocratiquement, entre guillemets, à travers des élections qui sont rarement libres et transparentes, et après il devient un dictateur. Donc la démocratie, ce n'est que pour les élections. Mais dans la gestion de la cité, c'est la dictature. Évidemment, le dictateur va se servir de la loi, parce que lui-même il va se placer au-dessus de la loi. Et la preuve, il va être en général quoi, le premier magistrat. Voilà, hein, et c'est dit comme ça. Hein, le premier magistrat, c'est lui qui préside les réunions comment on appelle encore ça dans l'endroit là. Hein, ça s'appelle quoi ça? Le conseil de la magistrature. C'est lui qui préside. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Mais l'idéal serait que celui qui gouverne soit lui-même sous la loi. Il devrait être lui-même sous la loi. Il doit rendre compte. Mais à partir du moment où c'est lui qui préside le conseil de la magistrature, non, c'est lui qui nomme les magistrats. Ce n'est pas le conseil suprême. Et comme puisqu'il est le président du conseil, c'est lui qui nomme les magistrats. Les magistrats ne devraient pas être en quelque sorte même nommés. À la limite, ils devraient être même élus. Oui, peut-être par le conseil de la magistrature. Mais on a des... Tu te retrouves avec un chef d'État, il est le patron de l'exécutif, il est le patron du législatif, il est le patron du judiciaire. Et pourtant on dit que c'est un pays démocratique. Et il y a le pluralisme politique et le multipartisme. Non. Et vous allez voir donc dans toutes ces contradictions et tout, les germes de l'explosion sociale, les injustices sans nombre, l'impunité, l'enrichissement scandaleux, tout cela parce que, évidemment, le pouvoir est totalement centralisé, le peuple ne gouverne pas. Pourtant, on dit que dans la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. C'est comme ça qu'on dit. Mais c'est des slogans. Vous voyez bien que c'est des slogans. Ce n'est pas le peuple qui gouverne. On utilise le peuple pour arriver en haut. Et arriver en haut, on domine le peuple et on le dirige. C'est même le dirigisme. Alors, vous voyez donc que ce soit donc dans ce qu'on appelle la monarchie ou bien dans le régime par élection,
le multipartisme, les choix démocratiques, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Parce qu'on peut retrouver dans une monarchie une très forte tendance à la démocratie. Regardez par exemple ce que Kadhafi a fait en Libye, où le peuple sentait qu'il participait de manière réelle à la gestion de la cité. C'est ce qui faisait d'ailleurs, c'est ce qui faisait sa force et sa durabilité. C'est pour cela que les Occidentaux ne pouvaient pas du tout le laisser, parce qu'il était un modèle de résilience. Il était un modèle de quelqu'un qui a pensé, qui a réfléchi, un modèle qui a proposé une voie qui n'était pas celle que les Occidentaux auxquels ils avaient pensé. Qui lit même le livre vert de Kadhafi? Personne ne lit ça. Est-ce qu'on fait même la promotion d'un livre de ce genre? Pourtant, il y a des idées merveilleuses dans ce livre. Pourtant, on voit bien qu'il y a dans notre pays, prenons le cas de la Suisse, où il n'y a pas un président qui trône et tout cela, comme le cas de la France. On voit quelqu'un qui se retrouve, il y a quatre personnes qui dirigent la Suisse. Il y a concertation, il y a rotation, il y a machin et tout. Donc il y a des systèmes qu'on tolère par-ci par-là, mais au gré des intérêts, on accepte que bon, le Maroc, la monarchie, on est d'accord, mais au Cameroun, non, on ne veut pas de monarchie. Vous voyez, on accepte la monarchie en Angleterre, mais non, on ne veut pas de monarchie en Allemagne. Vous voyez, ça veut dire que le monde est d'une fausseté incroyable. Alors, nous allons donc venir, on voit déjà une réaction. Paul Aloïs qui nous dit, à bien observer le monde, on dirait que le système éducatif est pour beaucoup dans la non-gestion de la cité par la politique actuellement. Mais bien sûr, plupart, c'est ce que nous avons dit, hein. Quand il n'y a pas des sages, quand l'éducation, le système éducatif ne produit pas des sages, ne produit pas des êtres courageux, hein, des gens avec la tempérance, hein, avec l'amour, ben c'est de ça. Tout ça, ça s'obtient à travers une initiation. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'initiation. C'était ça, le système éducatif dont nous parlons. C'est le système éducatif à travers l'initiation, à travers la transformation ontologique de l'être. Toutes les écoles, pour former et transformer les hommes, devaient être des écoles initiatiques. Voilà le système que nous proposons. Partout, c'est des écoles initiatiques. Les élèves apprennent à maîtriser les besoins de l'environnement, à résoudre les problèmes qui se posent à l'existence, en suivant en même temps une voie d'élévation, donc de transformation ontologique. Parce que l'homme actuel n'est plus ce qu'il était auparavant. Donc il doit avoir, en fait, certes une construction au niveau horizontal, mais aussi au niveau de la verticalité. Donc c'est ça qui permet, voilà l'éducation, c'est de ça que nous parlons. Or, le système éducatif actuel produit ce que vous voyez. Ils produisent la politique qu'on fait maintenant, avec le mensonge, la roublardise, la violence, hein, les penchements du sang, les coulées du sang. On jette des gens en pâture pour qu'ils aillent se faire tuer. Et tout est corrompu. Parfois, même les corps sociaux qui sont censés protéger les populations sont totalement corrompus. Tu n'as plus confiance ni aux juges, ni aux soldats, ni à personne. Alors ça devient la jungle. Chacun se bat avec ce qu'il peut. Si tu es capable d'envoyer des abeilles, tu envoies des abeilles. Si tu peux envoyer le tonnerre, tu envoies le tonnerre. Si tu peux aller tendre un piège quelque part à quelqu'un qui t'a posé, ben tu tends le pied. Vous voyez, c'est ça la jungle.
Et à cause du fait que c'est produit à partir du système éducatif actuel, où on a séparé l'art, la science et la religion, chacun a pris sa route. On peut faire l'école sans religion, on peut faire la religion sans école, et on peut faire l'art sans religion, sans école, et ainsi de suite. Et on retrouve dans ce genre d'individu que vous voyez là. Tu vas voir un artiste, il n'a rien de religieux, rien de scientifique. Tout ce qu'il sait, c'est taper les presses et parler des obscénités et des grossièretés. Voilà. Vous attendez qu'il fasse quoi? Il n'a subi aucune transformation. Sa conscience est totalement embrumée dans le vice. C'est pour cela qu'on retrouve toujours ces gens-là dans les choses compliquées. La jeunesse est embarquée dedans. Et les prédateurs en profitent. Parce que la jeunesse est de moins en moins libre, de moins en moins lucide. Et des personnes qui ont des subsides, qui ont pas mal d'argent et tout ça là, réussissent à entraîner la jeunesse dans les mondanités et tout cela. J'espère que je suis encore connecté. Hein, parce que, ok. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à votre préoccupation. Nous attendons toujours que les gens réagissent. Hein. Donc, nous sommes vraiment dans la racque de l'histoire. Nous sommes dans la racque de l'histoire. Mais pourtant, il y a des possibilités de pouvoir faire en sorte que les choses soient différentes. Il faut former, transformer les hommes. Et pour transformer les hommes, il faut une force de transformation. Cette force existe. Elle est là, généreuse. Elle attend juste à être sollicitée. Donc voilà un peu comment on voit les choses. On espère qu'on va avoir d'autres réactions qui arrivent. Sinon, nous allons clôturer l'émission. Et nous allons tout simplement donner rendez-vous pour une autre fois. Peut-être continuerons de parler de cette question combien importante avec notre questionnement. Hein? Donc, il faut commencer d'abord par le système éducatif. C'est ça la clé. Il faut transformer les hommes. Pour qu'il y ait une nouvelle politique, une nouvelle façon de faire la politique, eh bien, il faut pouvoir transformer les acteurs. C'est lorsqu'on a des acteurs qui peuvent gouverner et qu'il y a des gouvernés qui sont aussi transformés que forcément va apparaître l'harmonie, la paix et l'équité, la justice. Sans cela, ce n'est pas possible. Si on s'en tient à ce que nous voyons là actuellement, je vous dis, on est mal barré là. On est mal barré. Vous envoyez aujourd'hui les élèves, les Africains, les jeunes Africains pour aller faire des études en Europe. Mais ils vont aller apprendre à devenir homosexuels. Puisque les premiers ministres, les chefs d'État, tous sont des homosexuels et tout ça. Quand vous envoyez vos enfants en Europe, vous attendez quoi? Qu'ils deviennent quoi? Après, ils se marient avec monsieur, madame, madame. Toujours à travers le système éducatif, on dévoie la jeunesse. Quand des gens qui font n'importe quoi aux jeunes sont impunis, ils se baladent, ils narguent tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse fasse? À qui mieux, chacun se débrouille comme il peut. On s'accroche même sur le serpent, et le serpent t'avale. De toute façon, on peut dire, c'est la fin inéluctable. On finit toujours par être avalé, soit par la terre, soit par le requin, soit par le coquin. Malheureusement, c'est ça la réalité. Nous attendons encore peut-être, si jamais une réaction arrive, et puis nous allons clôturer cette émission de ce jour. Les hommes qui débattent à longueur de journée de politique, là où maintenant on vous attend pour des débats, vous n'êtes pas là. Mais si vous devez insulter les autres, vous êtes très fort. Si vous devez injurier les gens du matin au soir, vous êtes très fort. On forme des influenceurs et des influenceuses comme des soldats chargés de dénigrer, de détruire l'image des uns et des autres.
Voilà ce que nous voyons. Où est-ce qu'on peut aller avec ça? Quel est le peuple qui peut évoluer dans la médiocrité de ce genre? Dans l'insouciance? Comment vous allez faire? Alors, nous allons voir notre ami Paul-Louis qui réagit. Que pouvez-vous dire au sujet de la politique? Le cas du Congo actuellement, où à cause des minéraux, les populations sont massacrées. Comment ces populations peuvent-elles s'en sortir face aux rebelles armés lourdement? Ben, vous posez une réponse. Vous posez une réponse. Il n'y a rien à faire. Tant que les gouvernants sont des prédateurs, tant que les gouvernants sont ce que nous savons là, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout ailleurs. Hein. C'est seulement qu'il y a des endroits où on parle beaucoup, puisque les médias ne peuvent pas parler de tous les endroits en même temps. Vous avez vu, non, dès que l'affaire de Gaza est arrivée, on a d'abord abandonné l'Ukraine. Les médias sont des prostituées. Ils partent là où il y a l'information juteuse, hein, qui permet toujours d'avoir plus d'auditeurs, plus de téléspectateurs, ainsi de suite. Donc voilà. Après, dès qu'on va dire qu'on vient de... regardez les Africains actuellement. Voilà, c'est la coupe d'Afrique. Voilà, tout le monde est là-bas. Les médias aussi sont là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a des endroits où il y a des atrocités incroyables. On n'en parle pas. Vous savez ce qui se passe au Soudan actuellement? Qui en parle? Ce qui se passe au Nigeria, qui en parle? Ce qui se passe partout là, qui en parle? Il y a des gens, des puissances, qui maîtrisent l'ensemble, la plupart des médias dans le monde, et qui ont une ligne éditoriale. Et c'est sur cette base-là que les gens s'intéressent à tel ou tel événement, ou à telle ou telle situation dans le monde. Parler du Congo. Les Nations Unies sont... Vous allez au Congo, ici au Burkina, et là au Mali. N'est-ce pas eux qui ont fait tout ce qui ont mis en place, tout le bordel que vous connaissez là? Que les peuples africains sont en train de se battre pour essayer de trouver une issue? Comment pouvez-vous comprendre qu'autant de milliers de soldats dans un endroit et la guerre ne s'arrête jamais? Mais réfléchissons quand même un peu. Je vous ai dit qu'il y a des théoriciens de la guerre qui utilisent la guerre comme moyen d'enrichissement. Donc vous allez arrêter ça comment? Au Congo, quand ces gens-là, quand on tue avec quoi? Avec les armes. Qui fabrique les armes? Et vous le savez très bien. Ils vont vivre avec quoi? Ils ont quoi? Ils ont quoi pour vivre? Dites-moi. Actuellement, il y a une concurrence incroyable sur la Terre. À l'époque, il y avait l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, et puis machin, et tout. Aujourd'hui, il y a tout le monde. La Turquie, l'Iran, machin. Il y a tellement, les gars ont développé des industries, au point où, mais attendez, l'industrie qui... Regardez actuellement la course à la fabrication des drones. Dans le monde actuellement. Maintenant, les avions, non, c'est trop cher. Le drone est moins cher, et puis, bon, personne ne meurt. Donc, c'est un engin qui part, kamikaze, il part détruire, et puis, c'est fini. Il n'y a personne qui meurt. Donc, les gens développent tout ça là. Mais pourtant, si tous ces moyens étaient mis à contribution pour qu'il y ait la paix, dans 2 jours, la paix s'installe dans le monde. On n'a même pas besoin de 3 jours, c'est 2 jours. 2. C'est tout. Tout le monde dépose les armes et on laisse chaque peuple s'autodéterminer et travailler pour son développement. Les guerres sont terminées. Mais qui a intérêt à ce que ça se termine? L'industrie qui rapporte le plus à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis, en Russie et tout, mais c'est l'armement. Qui a intérêt à ce que ça s'arrête? Vous pensez que la Russie veut que la guerre finisse en Ukraine? Il aurait pu la faire finir, il faisait disparaître l'Ukraine en 2 semaines. Mais non, ce n'est pas bon, puisqu'ils doivent fabriquer les armes. Et les fabricants d'armes payent les impôts à l'État.
Et c'est avec ça que les gars vivent. Comment ils vont arrêter? Vous avez vu ça? Personne ne va arrêter. Ne vous leurrez pas, c'est des utopies. C'est pour cela que nous devons repenser sérieusement la question non seulement du système éducatif, mais la question du développement, la question de la transformation de la jeunesse. Et pour revenir sur la question de l'Afrique, nous avons encore la possibilité de le faire. Il faut juste qu'il y ait des gens qui acceptent de se remettre en cause et que l'union faisant la force, ces gens-là se mettent ensemble. Parce que si vous êtes isolés, chacun dans son coin, vous avez des idées généreuses, mais vous ne vous retrouvez pas pour les mettre ensemble, machin et tout. Qu'est-ce que l'Afrique avait besoin d'accepter le multipartisme? Pas du tout. On n'en avait pas besoin. Ça fait que maintenant, même les quelques compétences qu'il peut avoir en Afrique, les gars se font la guerre parce que chacun veut prendre le pouvoir. Vous pouvez aller où avec ça? Vous pouvez aller où avec ça? Aujourd'hui, on soupçonne le Rwanda d'être en train de soutenir la rébellion du M23, c'est eux qui, machin, au Congo et tout cela. Très bien. Le Rwanda va vivre avec moi. On lui dit comme un ami, si tu veux vivre, finance la guerre, et puis nous, on te soutient. Quels sont ceux qui sont derrière pour financer, pour que le Congo soit détruit? Mais c'est toujours les Occidentaux. Et ils ont trouvé un canal, donc le Rwanda, qu'ils ont placé comme étant le dirigeant le plus démocratique, et ainsi de suite. On a déjà oublié même le massacre. On a déjà oublié ce qui s'est passé au Rwanda. Qui avait organisé tout ça? Les Occidentaux. Et comme ça, on manipule tout le monde. Et les gens suivent bêtement. Aucune lucidité. Nous avons besoin de faire autrement. Alors, Paul revient en disant, est-ce que l'augmentation du prix des hydrocarbures actuellement ne va pas plutôt augmenter encore la corruption et donc freiner les possibilités de développement tant souhaitées, cher ami? Tout ça, c'est des choses superficielles. C'est superficiel. Est-ce que c'est l'augmentation des prix des hydrocarbures qui est le vrai problème au Cameroun ou ailleurs? Tout ça, c'est superficiel. C'est des titres. Tu vois, c'est des phénomènes, c'est des épiphénomènes en fait. Vous avez vu, dès qu'on a augmenté le carburant au Cameroun, par exemple, pour prendre le cas, je suppose que vous faites allusion à ça. Dès qu'on a augmenté, les transporteurs sont déjà dans les réunions pour augmenter aussi les prix. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas entendu. Hein. Les mouvements ont déjà augmenté les prix. Les taxis ont déjà dans les brousses. Oh là là, c'est fini. C'est de passer du simple double. Et vous prenez une moto, vous faites 20 km, vous payez 4 000. C'est fini ça. C'est réglé. Donc ça, c'est des épiphénomènes. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que parfois il y a des gens qui veulent que le sang coule. Hein. Il y a des dirigeants qui expressément peuvent provoquer une situation pareille pour que le sang coule. Mais vous savez qu'il y a des vampires. Hein. Il y a des gens qui ne vivent que lorsque le sang des gens coule. Et pour que le sang coule, il faut énerver les gens. Et ils commencent à casser, à brûler et tout et tout. Parfois on fait exprès. Quand vous avez trop dormi là sans casser, on commence à s'inquiéter. On dit, mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils mijotent? Ils sont trop calmes. Et on pose un acte uniquement pour vous effaroucher. Et que quand quelques personnes meurent là, après on dit, ah, ça va. C'est réglé. Hein? L'État est là. On a rétabli l'ordre. Voilà! Vous avez lu Machiavel? Aucune situation malheureuse, quelque malheureuse qu'elle soit, si elle permet la conservation du pouvoir, il ne faut pas la faire l'éliminer. Et les gens appliquent ça et bien. Je dis dans toute situation, quelque malheureuse qu'elle soit, si elle permet la conservation du pouvoir, laisse ça comme ça. La corruption dont vous parlez, est-ce qu'elle permet la conservation du pouvoir? Oui. Mais non, mon ami, oublie ça. Oublie. La corruption, ce n'est pas ça le combat qu'il faut mener. C'est tout. C'est ça qu'on appelle le machiavélisme. Voilà. Si le vice
qui se met en place partout, là, permet que les gens se défoulent dans le vice et permettent aux gens de conserver leur pouvoir. Pourquoi vous voulez qu'on lutte contre ça? Si c'est vous-même qui voulez rester au pouvoir, vous pouvez vouloir éliminer quelque chose qui vous permet de rester au pouvoir. Il faut se mettre à la place des uns et des autres. Vous voyez que ça, c'est des... Il y a des problèmes de fond. Il faut changer les acteurs politiques. Il faut les remplacer. On ne met pas du vin neuf dans de vieilles outils. Il faut un nouveau souffle, un nouvel esprit qui souffle, un esprit pur. Tant que ce n'est pas le cas. Mais on a augmenté le prix, mais ça, nous sommes en train de payer déjà ça. Et les corrompus et les corrupteurs vont se sentir à l'aise avec. Et puis on va continuer. Il n'y a aucun problème. C'est tout. Hein. Il suffit de donner quelques mallettes de machin, d'argent à certains dirigeants, parce que c'est des occasions aussi pour que les gens mangent. Dès que, voilà, c'est fini. Alors les syndicats vont se mettre en place, voilà, vont se réunir pour machin et tout. On les reçoit, ils ont les perdièmes pour les réunions, ils sont logés dans des hôtels avec des longs lits et tout ça. Et après, voilà, vous avez des enveloppes. Qui va dire combien il a eu quand il est parti à la réunion? Personne ne va vous dire. Après, vous allez souvent entendre, bon, vous voyez, il y a eu encore. Après, on s'agite un peu là. On dit, non, non, vraiment, on va gréver. Et après, là, c'est fini. Non, les gens sont habitués. Non, ça, c'est clair. Voilà comment ça se passe. Donc, jeunes, si vous êtes jeune, Paul, il y a autre chose. Ne passez pas ne perdez pas le temps avec ça. Vous voyez, tout ce qu'il faut maintenant, c'est de mettre en place une autre gouvernance. Alors, une autre gouvernance ne peut se faire qu'avec des nouveaux gouvernants. Et ces nouveaux gouvernants sont en train d'être formés et transformés depuis des années. Bientôt, on les verra. C'est tout. Laissez, comme avait dit un sage à l'époque, laissez livrer la bonne graine grandir ensemble. À un moment donné, quand la bonne graine est déjà à maturité, maintenant, on dit voilà, tu fauches l'autre. Et il y a un grand faucheur qui existe. On l'appelle la maladie et la mort. C'est le faucheur naturel. Toi, pendant que ceux-là vont être fauchés, puisque dans tous les cas, ils seront fauchés, soit par la maladie, soit par la mort. Toi, prépare les gars qui vont remplacer. C'est ça la sagesse. Paul, tu as compris, non? Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'une seule solution. Alors maintenant, la question que vous aurez pu me poser et que moi je me pose, c'est est-ce qu'il y a espoir donc que quelque chose va changer de ces 4 matins? Je vous réponds oui, il y a espoir. Nous y travaillons depuis des dizaines d'années. Il y a espoir. Le germe a été planté. La germination a démarré. La plante est en train de croître. Bientôt, on va commencer à manger des fruits. C'est avec cela que nous allons clôturer l'émission de ce jour et vous donner rendez-vous pour une autre émission samedi prochain à 13h30. Abonnez-vous, faites connaître notre chaîne, c'est Africa TV. Abonnez-vous aussi à nos pages. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Sagesse, dans laquelle nous parlons beaucoup de spiritualité, philosophie, ésotérisme et tout cela. Et nous souhaitons à tous un très bon après-midi, bonne fin de journée et à très très bientôt.